Le FCC a besoin de cash pour exister parce que le FCC est tellement, comment dirais-je, haï par la population. Il ne faut pas oublier ça. Ils ont des hommes, ils ont des mouvements politiques peut-être qui sont autour, une certaine mouvance politique qui sont autour de Joseph Kabila, mais la population, si on va aux élections, mais ce sera un carnage pour eux. Ils vont tout perdre. Et même s'ils disent qu'on veut aller aux élections, mais je ne les vois pas réussir. Le problème, c'est la difficulté d'organiser des élections dans ce contexte-ci. Mais si vraiment on allait aux élections, FCC va être laminé. Mais je ne vois pas comment on peut aller dans les élections pour les éléments, comment dire, les éléments politiques qui ont été soulevés ici. Donc, encore une fois, c'est extrêmement difficile de sortir de la situation. En tout cas, du côté des FCC, ça devient beaucoup plus clair parce qu'on a entendu beaucoup de leurs déclarations. Ils doivent revenir au pouvoir en 2023. Mais s'ils vont revenir au pouvoir en 2023, c'est-à-dire qu'ils comptent organiser les élections comme en 2018, c'est-à-dire avoir la même mise sur la CENI et avoir la même mise aussi sur la Cour constitutionnelle. C'est comme ça que moi, je vois la chose. Et à ce moment-là, il faut dire que cet accord a lié, si vous voulez bien, le président de la République actuelle. Faut-il renégocier ces accords-là? Moi, je trouve, oui, il y a possibilité, puisque de toute façon, malgré la musculation des démonstrations des forces des avions qui font les balais aériens ou autre chose, moi, je suis d'avis que les deux protagonistes vont se retrouver, puisque le parrain, ils ont envoyé les émissaires auprès de ceux qui sont considérés comme étant les parrains de cet accord. Ils vont jouer, ils vont amener les deux personnes à se retrouver autour de la table. Mais je vous avais dit, j'ai évoqué un point auquel j'avais entendu un ami de Kinshasa qui avait dit qu'on avait Kabila père, on a Kabila fils et on a Kabila esprit. En fait, c'est tout à fait logique que, en rebondissant sur ce que vient de dire M. Joseph, c'est qu'il serait, en tout cas en faveur de Kabila, que tout ce que Tshisekedi doit faire devrait échouer si lui veut revenir. Tout à fait. Parce que ce qui est vrai, monsieur Pat l'avait dit tout à l'heure, juste avant cette question, c'est que la population, en fait, n'est pas prête, en fait, à revoir le clan Kabila encore au pouvoir, parce qu'elle haït, en fait, celle-là. Mais si, par exemple, admettons que c'est lui qui a remplacé Kabila, fait pire que Kabila, vous voyez, du coup, il a une chance, peut-être, il se dit qu'il pourra avoir une chance de revenir. Et je crois qu'effectivement, c'est fait sciemment, effectivement, de bloquer certaines décisions, en fait, de Félix en sa faveur. Vous avez parlé de Lukwebo. Il est parti du FCC. Mais est-ce qu'il a renié le FCC? Moi, je ne sais pas. Parce que son problème, c'était qu'il voulait absolument avoir un poste. Il n'a pas eu. Et il est parti. Les gens de Cash se disent, ben, il y a peut-être moyen de le récupérer, de récupérer ses élus. Mais je n'ai jamais entendu Lukwebo dire, je suis plus d'accord avec mes amis sur le plan des programmes, sur le plan des contenus. Non, c'est tout simplement qu'il me fallait être président du Sénat. Ils ne me l'ont pas donné, alors on ne va pas s'entendre. Vous voyez qu'on a affaire à des gens qui ne cherchent que des postes. Le contenu même de ce qui peut, comment dirais-je, faire jouer une majorité n'y est pas. Exact. Le problème est vraiment compliqué, hein? C'est-à-dire qu'on s'est engagé dans une voie qui n'a pas d'issue. Bonjour, chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise. Merci de vous être branchés comme tout le samedi sur votre chaîne de prédilection, la Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, qui émet depuis New York City avec votre confrère de tous les temps, Don Kayembe. Don Kayembe, aujourd'hui, va analyser avec des confrères congolais qui sont dans les diasporas. Donc, nous allons faire une émission spéciale intitulée « Analyse et décryptage de l'actualité africaine et de sa diaspora ». Le thème principal de ce jour est la RDC, concertation politique initiée par le président Félix Antoine Tshisekedi. Pour quelle finalité? Alors, ensemble avec mes collaborateurs, nous sommes bien informés qu'il y a eu des secousses en RDC. Alors, tous sont congolais, sont avertis de ce qui se passe chez nous.
Alors, les sous-thèmes seraient: quel avenir pour la coalition FCC-Cash? Qui du blocage des institutions? Finalement, y aura-t-il une sortie de crise? Donc, c'est à ce que tout le monde voudrait voir. Vous vous rappelez, à la date du 23 octobre de l'année en cours, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est adressé au peuple congolais pour s'exprimer, dire que les histoires ne marchent pas dans cette coalition et qu'il voudrait faire une consultation nationale. Débutées depuis le 2 novembre dernier, les consultations sont pour le président de la République un moment d'ouverture au dialogue avec les filles et fils du Congo. Il est tout oui à toute suggestion dans le cadre de la mise en place de ce qu'il a nommé l'Union sacrée de la nation. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, attend par les dites consultations un objectif principal qui n'est autre que l'amélioration du vécu quotidien du peuple congolais. Ils sont nombreux à avoir répondu à l'invitation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour prendre part aux consultations initiées par ce dernier. Certains se sont invités spontanément pour y participer. L'engouement est donc fort au point que les mauvaises langues disent que toutes ces concertations et tous ces politiques se précipitent pour se positionner et frayer une place autour de la table pour le partage du gâteau qu'on appelle le pouvoir. De manière non exhaustive, il y a eu des partis politiques suivants: MLC, UNC, AFDC, MLP, UNAFEC, Nouvelle Élan, Ensemble et la MOUCA, pour ne citer que cela. Il faut rappeler qu'au lendemain des élections en RDC, une coalition était née après les tractations et surtout les transfuges de coalitions préélectorales. Le FCC-Cash sont devenus une nouvelle majorité de 5e République avec une grande distorsion entre les nombres de parlementaires de deux groupes politiques. Le PPRD-FCC s'est taillé la part du lion et de ce fait, noyau à plate couture toutes les marges de manœuvre du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Au moment de la passation du pouvoir, notre confrère Tchèque Fita de la Belgique a publié un ouvrage intitulé RDC, pas un seul coup de feu, et cela s'est passé aux éditions OCM. Le monde entier s'est réjoui de cette belle leçon de transition, surtout que ces 30 dernières années, la RDC a connu des moments tumultueux, c'est-à-dire guerre civile avec plus de 5 millions de morts, que tout le monde déplore bien entendu, violence, viol comme arme de guerre, insécurité à l'Est, tentative d'homogénie de voisins sur son territoire et exploitation frauduleuse et illicite des richesses du Congo, pour ne citer que ces éléments qui font très mal. Mais le grand souci est que personne ne se soucie de ce qui veut le peuple congolais, c'est-à-dire la paix, la sécurité, justice sociale et sortir de la pauvreté endémique. Aujourd'hui, donc, nous allons, avec nos invités, aborder la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Bonsoir. Alors là, je voudrais présenter mes invités. J'ai M. Pat Patoma Boya, co-rédacteur de l'émission Adrika Djama sur Radio Air Libre de Bruxelles. Nous attendions notre confrère Baudouin Ambawechi qui tentait de se connecter, mais on ne sait pas s'il va encore nous rejoindre. Il avait quelques soucis. Nous avons Joseph Anganda, militant politique. Et enfin, nous avons M. Yves Makwambala de Lucha. Donc, cette émission, comme je disais bien, c'est une présentation de Don Kayembe avec la collaboration de Yves Lodolou de Radio Campus en Belgique et de Maurice Moutawakilou d'Ugri Amourin. Alors, chers invités, je vais commencer avec la première question. Alors, nous allons contribuer un à un et dans toute liberté. Depuis un moment, la tension ne cesse de monter entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les institutions de la République. De cet affrontement interposé entre le FCC et le Cash, on retrouve la personne du chef de file de l'opposition, chef de file, qui est donc M. Tshisekedi, et de l'autre côté, nous avons M. Kabila.
chaque jour, la tension ne fait que monter contre les deux camps. Il y a plusieurs jours, le président Félix Tshisekedi a initié des consultations avec toutes les couches de la population. Alors, la question est la suivante. Selon vous, est-ce que le président a-t-il raison d'avoir initié cette messe singulière? Allez-y, nous commençons avec M. Pat. Ben, je pense que personnellement, en tout cas du point de vue de quelqu'un qui habite la Belgique, ce qui se passe aujourd'hui au Congo n'est pas étonnant. Lorsque l'on décide de faire une coalition, et je fais fi de toutes autres considérations, lorsqu'on décide de faire une coalition, ce qui arrive habituellement en Belgique, pour ne pas dire tout le temps, les gouvernements en Belgique sont toujours des gouvernements de coalition, parce qu'il est pratiquement impossible d'avoir une majorité en Belgique. Donc, nous sommes habitués dans ce pays de voir des hommes politiques négocier, discuter, former des coalitions, casser des coalitions, repartir aux élections, former d'autres coalitions, ainsi de suite. Alors, quand nous, on voit au Congo essayer, comment dirais-je, des organisations politiques se disent, nous allons faire une coalition, il y a des éléments qui s'imposent quand on dit qu'on va faire une coalition. Quand on dit qu'on va faire une coalition, c'est une coalition autour de quoi? Voilà. En Belgique, une coalition, c'est toujours autour d'un programme. C'est-à-dire que les organisations politiques qui ont des programmes chacun essaient de voir avec qui je peux construire un certain minimum d'éléments qui partent de ce que moi j'ai et de ce que lui il a, ainsi de suite, pour que nous essayons de former un programme commun. Et les négociations dans un pays comme la Belgique, ça dure excessivement longtemps. Parce que justement, et ça peut prendre des mois et des mois, parfois un an. Parce qu'il faut élaborer un programme, se mettre d'accord sur pratiquement tout. C'est-à-dire que lorsque en Belgique, un gouvernement naît, on sait déjà sur quelle matière on va travailler, sur quelle matière on ne travaillera pas, le budget, sur le plan de la santé, ce sera quoi, ainsi de suite. Donc, on a pratiquement tout ce qu'on va faire durant toute la législature qui est mis sur papier. Et on ne fera que suivre ça. Et alors, on se partage les postes. Et d'ailleurs, le partage de postes ne dépend pas du Premier ministre, mais surtout on se partage les ministères et ce sont les partis politiques qui décident qui il va mettre là-dedans. Donc, le cadre est assez bien formalisé. Au Congo, quand on a entendu qu'on va faire une coalition, on n'a pas vu de négociations pour constituer une coalition. Quel est le programme sur lequel on va travailler? Voilà, donc tous ces éléments-là nous ont montré que ça n'ira pas loin. Donc, ce qui est en train d'arriver ou ce qui est arrivé, c'était tout sauf une surprise, en tout cas pour quelqu'un qui habite en Belgique. Donc voilà, pour nous, si ça arrive, ce n'est que normal. Et surtout, la manière dont les concertations sont initiées par le président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est encore la même chose. C'est-à-dire que concertation avec qui, pourquoi, c'est allé très vite. Il a décidé de faire les concertations, il a fait son discours de 6 minutes, tout de suite, les concertations ont démarré. Et regardez comment sont faites les concertations, un quart d'heure par groupe ou par personne. Que peut-on faire en un quart d'heure, en 15 minutes, 15 à 20 minutes? On ne peut rien dire. Enfin, selon ce que nous avons suivi, vous avez aussi suivi qu'ils viennent avec leur cahier de charges. C'est-à-dire qu'ils sont informés en amont, ils se préparent. Donc, quand ils viennent là-bas, c'est pour expliquer ce qui se trouve dans leur cahier de charges, j'estime. Oui, mais encore une fois, c'est peut-être comme ça, mais en 15 minutes, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de séance de travail, pas spécialement avec le président, mais avec
les équipes présidentielles pour produire quelque chose. Après, peut-être il y aura quelque chose qui va être élaboré, mais ce sont en tout cas les méthodes de production de coalition ou de concertation aujourd'hui qui, de toutes les façons, ne pouvaient qu'engendrer et ne peuvent qu'engendrer l'échec pour ce qui concerne les concertations. Ok, en tout cas, dommage. Alors, M. Pat, M. Joseph, plutôt, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense que je peux aussi adhérer dans une certaine mesure à ce que notre frère Pat vient d'exposer tout à l'heure. En fait, le constat que nous avons tous fait dans un premier temps, c'est de voir qu'il n'existait pas un programme gouvernemental à présenter au public et qui pouvait peut-être nous permettre aussi à terme d'évaluer le bilan, si vous voulez bien, de la mandature. Ça, c'était une très grande difficulté jusqu'à aujourd'hui. On a vu qu'on est parti avec des projets de 100 jours. Voilà. Bah, ce sont des projets qui ont toujours eu lieu dans certains pays. C'est presque une tradition, même chez vous. Bon, je ne dis pas chez vous, mais aux États-Unis, c'est peut-être le cas aussi. Moi, je pense que ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel pour nous, pour pouvoir évaluer le travail d'un gouvernement ou alors d'un mandat, mais autant mieux exposer au départ les programmes, c'est que ça n'a pas vraiment eu lieu. On a bien eu l'impression qu'on s'est beaucoup plus intéressé, si vous voulez bien, au partage du pouvoir au sein, si vous voulez bien, de cette coalition, plutôt que de mettre en avant le programme. Aujourd'hui, on est en train peut-être de rattraper un peu le retard, puisque chaque personne, chaque groupe qui est consulté s'amène avec un mémorandum ou avec un projet. Bon, c'est-à-dire qu'on est en train vraiment, on est en retard. Ce sont des choses qui auraient dû être faites depuis bien longtemps, depuis le début. Bon, alors, moi, je trouve que quand les personnes se retrouvent pour discuter, pour trouver quelque chose, l'idée n'est pas tout à fait mauvaise, puisque nous sommes tous partisans des dialogues, partisans de consultations. Malheureusement, dans notre pays, l'histoire démontre que les consultations n'aboutissent toujours pas. Ça a montré des limites, hein? Ce sont des consultations qui ont toujours eu des limites. L'histoire est là pour les démontrer. C'est depuis 1960, on a vu qu'il y a eu beaucoup à la suite de l'élimination politique de Patrice Emery Lumumba. On a constaté qu'il y a eu beaucoup ce qu'on a appelé des conclaves de Tananarive, etc., des conclaves de Mbandaka, Équateur, de Kokilatuville, puis on est allé à Léopoldville. On a vu que ça n'a pas abouti vraiment à grand-chose, puisqu'on a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, si bien qu'il y a eu par la suite des insurrections, et puis en 1965, encore un autre coup d'État, c'est Mobutu qui prend le pouvoir. Donc, vous voyez, donc, ça n'a toujours pas abouti à quelque chose. Bon, moi, je ne peux pas être pessimiste vis-à-vis de ce que le président de la République a initié. Mais je constate pour ma part, et ça c'est depuis très longtemps, que les consultations vont amener à la renégociation, si vous voulez bien, des termes de l'accord, de cet accord secret dont on parle souvent et qui n'est pas exposé, mais on peut déjà se faire une idée à partir d'une certaine déduction quand on voit le partage de pouvoir sur le terrain. Puisqu'en fait, moi, je ne vois pas, je me pose la question, comment est-ce que le président de la République va arriver, si vous voulez bien, à changer des rapports de force, à équilibrer les rapports de force sans, comment dirais-je, sans passer par les consultations. À mon avis, les consultations constituent en quelque sorte un moyen de pression pour équilibrer les rapports de force dans les négociations, dans les renégociations tout à fait à venir. Il y a beaucoup de cas de figure que nous pouvons voir aujourd'hui. Je ne sais pas si ça sera possible, puisque jusqu'à présent, la coalition n'est pas rompue, bien que nous suivons les discours, par exemple, du président intérimaire, M. Jean-Marc Kabound. Et je pense que ça, je ne considère pas comme s'il s'agissait d'une rupture tout à fait officielle, puisque une rupture officielle peut entraîner
par le fait même quelques conséquences, dont notamment, par exemple, la démission des membres du CACH du gouvernement. Et aussi, on peut considérer aussi que jusqu'à présent, nous avons considéré que le président de la République ainsi que Joseph Kabila, chacun de son côté, a envoyé des émissaires auprès des présidents africains dont on dit qu'ils sont, dont certains sont, paraît-il, le parrain de l'accord. Alors, vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, ces présidents-là ne vont pas, si vous voulez bien, conseiller aux émissaires, même aux concernés, aux protagonistes, de prendre les armes pour équilibrer le pouvoir. Donc, ça va s'amener vers une sorte de renégociation des accords. Maintenant, il faut considérer aussi par ailleurs, est-ce que le président de la République peut parvenir à requalifier la majorité parlementaire? Ça, c'est encore une autre question. On va arriver sur ce point, on va parler puisque voilà. Nous sommes donc pour moi, je trouve que les consultations qui sont initiées par le président de la République, Félix Tshisekedi, sont destinées à rééquilibrer le rapport des forces pour les renégociations à venir. OK, merci beaucoup. Alors, Yves, qu'est-ce que vous en dites? Dans la même philosophie que M. Joseph, effectivement, je pars de cette optique auquel les consultations, effectivement, ont un but bien précis, en fait, revoir en fait, les équilibres de force. Parce qu'il est vrai que les premiers, en fait, l'accord qui liait en fait, le FCC au CACH était tout simplement un accord auquel, on va se le dire clairement, c'était le FCC qui était gagnant en fait, de cet accord. C'est lui qui tirait toutes les grandes ficelles, si on peut le dire. Parce qu'il avait le Parlement, il avait le Sénat, il avait la primature. Et de ce fait, pour rire, même, je me rappelle quand j'appelle Kinshasa et je discutais avec des amis, pour rire, il y a une phrase qui m'est, jusqu'aujourd'hui, j'ai encore en tête. À chaque fois que je parlais avec des amis, je posais, mais comment se passe la situation au pays? Il me dit, mais c'est drôle, on a eu l'impression que nous avons eu Kabila le père, on a eu Kabila le fils, et là, on a Kabila l'esprit. Genre pour dire, mais à quel point que c'est flagrant. Et je crois que face à cela, et face à la montée, au fait, de problèmes du côté FCC ou tout comme du côté de CACH, que le président actuel a voulu, au fait, revoir, au fait, une structuration auquel il pourra avoir quand même quelques leviers, au fait, des forces à sa faveur pour essayer de faire un contrepoids face à ses alliés, si je peux le dire. Parce que jusqu'à présent, comme l'a dit M. Joseph si bien, ils sont encore alliés. Il n'y a eu aucune déclaration officielle disant que l'accord est rompu. Donc, moi, je crois qu'effectivement, c'est dans cet ordre d'idée que les concertations ont eu lieu. Parce que pas ont eu lieu. La question, c'est celle-ci. Est-ce que le président a raison d'avoir initié ces concertations? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Nécessaire, je dirais oui et non en même temps. Si c'est nécessaire pour le bien-être de la population, ça, je dirais oui. Si c'est nécessaire pour que lui recadre en fait, l'équilibre des forces, ça, je dirais, c'est un peu personnel. C'est ça. Pour la première question, on dirait que tout le monde est unanime qu'il y avait raison d'initier cette messe singulière, mais pourvu que ce soit dans l'intérêt de la population. Alors, je passe à la deuxième question. Je peux dire quelque chose? Oui, allez-y, M. Pat. Ma réponse n'allait pas dans ce sens-là vraiment. Okay. Est-ce que le président de la République avait raison d'initier cette messe? C'était ça la question. Oui, mais justement, je vais essayer de répondre précisément. Okay. À mon avis, si il initiait, comment dirais-je, une concertation rien qu'avec les politiques, à la limite, j'aurais pu comprendre qu'il est à la recherche d'une nouvelle coalition, d'une nouvelle, comment dirais-je, majorité. C'est ça. Une majorité alternative. C'est ça. J'aurais pu comprendre. Mais les concertations que lance Félix-Antoine Tshisekedi, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il essaye il a rencontré non seulement comment dirais-je, les politiques, mais il a rencontré aussi la société civile, il a rencontré les artistes, donc il a rencontré toute la couche sociale alors. Toutes les composantes de la société congolaise. On dirait que ce serait plutôt pour rechercher des éléments pour nourrir un programme
programme autour duquel on pourrait chercher à renégocier une certaine coalition, une autre coalition. Donc, la démarche du président est difficile à cerner, en fait. Vous savez? Donc, je ne peux pas dire qu'il a raison de le faire. J'aimerais attendre, mais j'ai des doutes que élargir comme ça la problématique puisse apporter vraiment une solution. La recherche d'une majorité alternative peut se faire directement avec les hommes politiques, avec comment dirais-je, les élus qui sont là. On sait qu'il y en a beaucoup qui ont envie quand même de changer de mouvement, de changer de parti, de changer d'autorité morale, ainsi de suite. Mais c'est vrai, ce n'est pas évident qu'on puisse essayer de trouver une majorité alternative. Mais la démarche de Félix-Antoine Tshisekedi est une autre démarche qu'il faut essayer de, comment dirais-je, on va voir ce qui pourrait en sortir, mais ce n'est pas vraiment une démarche de recherche d'une majorité alternative, c'est une démarche beaucoup plus large. Il a essayé de contacter toutes les couches de la société. C'est comme s'il était en train de chercher à préparer, à lancer un programme ou à créer un programme à partir des revendications, des mémorandums qu'on va lui donner. À partir de cela, il pourra construire quelque chose et ensuite seulement commencer à rechercher une majorité alternative. C'est une démarche qui peut prendre très, très longtemps. Hein. Ben, il semblerait qu'il a déjà une décision. Hein. Donc, si vous avez suivi son allocution du mois d'octobre, il a dit, après la consultation, je vous donnerai ma décision. C'est comme qu'il dirait, il a déjà quelque chose qui est déjà conçu. N'est-ce pas, Yves? Oui, il peut donner sa décision, mais sa décision ne signifie pas que c'est une porte de sortie. Comment dirais-je, qu'il y a solution. Il sait évidemment là où il veut partir. Il avait dit que ça prendrait quelques jours seulement les consultations. Hein. Ça a duré beaucoup plus longtemps. Oui, c'est bientôt un mois. Alors, voilà. Yves, qu'est-ce que vous dites? Moi, je crois que effectivement, en partageant une partie de ce que vient de dire M. Pat et en allant un peu plus loin, je dirais que c'est aussi un couteau à double tranchant aussi de cette approche-là aussi en même temps. Parce que ce qui est vrai, c'est que vous venez de dire, s'il avait besoin de se faire une majorité, il aurait pu jouer juste avec les politiciens. Mais le seul problème avec la grande majorité, je ne dis pas tout, hein, ça je tiens à préciser, je ne dis pas tout, mais la grande majorité des politiciens congolais sont volatiles. Oui. Du matin, il se réveille, il est là. Le soir, il est de l'autre côté. Donc, du coup, la seule véritable garantie qu'il pourra avoir du contre-pouvoir face à Kabila, on doit se le dire, c'est la population. Et là où je dis qu'il a bien joué sa carte, effectivement, en se basant sur la population et en intégrant, en fait, la population dans la prise, en fait, du consensus, ça, c'est une bonne idée. Et c'est là que j'ai dit, cela aussi est un couteau double tranchant aussi, effectivement, c'est dans l'intention, en fait, d'écouter, en fait, les revendications de la population et de reprendre, en fait, à l'appel de la population. Parce qu'on pourra tout faire si cela ne doit que se résumer à je me fais une majorité, une nouvelle majorité de mon côté et que j'ai plus à vendre face à mon ancien partenaire. Et là, c'est ce que j'ai dit, je reviens sur ma phrase, ça c'est vraiment dire, il tire parti, au fait, de sa stratégie. Mais s'il dit, oui, écoutez, vous êtes là, je vous ai écouté, les politiques, écoute, mon partenaire, mon ex ou futur partenaire, je ne sais pas s'ils vont revoir leur contrat, et il leur dit, écoutez, je veux bien qu'on puisse continuer, mais regardez les attentes de la population face à mon mandat, c'est ceci. Et si vous voulez continuer avec moi, on respecte en fait ce que la population attend de moi. Là, je dirais effectivement, oui, c'est une belle démarche. Ok, quand nous parlons de la démarche, donc je voudrais arriver à cette question. Pour l'association de toute la couche, au niveau de la participation, comme nous l'avons tous remarqué chaque fois qu'il sortait, tout semble croire que toute l'opposition politique et les différentes coalitions attendaient cette main tendue du président de la République. Partis politiques, associations des sociétés civiles, les couches socio-professionnelles, les regroupements villageois, etc., etc., se bousculent pour prendre part à cette rencontre singulière avec les chefs de l'État. Dans le rang de FCC, malgré les mots d'ordre, semble-t-il officieux, de boycott,
Certains de ses membres ont pris part aux consultations, excepté les fidèles parmi les fidèles. Que risque-t-il d'arriver à tous ceux qui ont désobéi à l'ordre moral du FCC, pour parler de l'autorité morale Joseph Kabila Kabange? Monsieur Pat, est-ce que quelque chose peut arriver à ces gens? Ben, je pense d'abord que cette organisation est formée de partis politiques solides, comme le PPRD, ainsi de suite, mais d'une multitude d'autres organisations volatiles, pour utiliser le terme de notre ami Yves, et d'individualités qui sont venues, comme on dit habituellement, à la mangeoire. C'est ça. Le pouvoir se trouvait entre les mains du FCC, et donc, automatiquement, tous ceux qui sont là pour le pouvoir, pour participer, comment dirais-je, au pouvoir, ils vont proposer leurs services. Aujourd'hui, que les gens du FCC, beaucoup comment dirais-je, d'hommes politiques presque individuels qui sont là, ils sont très nombreux, qui ne représentent qu'eux-mêmes, se rendent compte que la coalition ne fonctionne pas et que, quelque part, le FCC n'a pas toutes les manettes comme on aurait pu le penser. Et donc, le président appelant pour une concertation, ils se disent, mais voilà, c'est là où les choses sont en train de se passer. Il est temps de courber le dos, ou plutôt de tourner le dos à Joseph Kabila, parce que la marche de l'histoire, selon eux, se fera plutôt de l'autre côté. Mais ce n'est pas aussi évident que ça. On ne sait pas exactement ce que ça va accoucher. Il y a toute une série d'éléments qui ne sont pas définis. Le FCC est toujours là avec on le dit, une majorité encore d'élus qui vont se retrouver autour du président de la République de manière sérieuse et certaine. Qui est-ce que le FCC va garder? C'est encore vraiment flou pour essayer de montrer ce qui va advenir demain. On ne sait pas. La question est celle-ci, M. Pat. Est-ce que ceux-là qui ont traversé le ruban rouge de FCC, ils sont allés, malgré le mot de boycott, ils sont allés quand même rencontrer Félix Tshisekedi? Est-ce qu'ils auront une punition? Ben, ils auront une punition si le groupe qu'ils ont quitté se maintient. Mais le groupe peut aussi disparaître. Il semble être quand même uni, hein, jusque-là, selon les... Oui, ben, voilà. Donc, ceux qui sont partis seront punis si le groupe qui reste vraiment quelque chose de solide, un monolithe. C'est ça. Et ceux qui sont partis, si jamais, comment dirais-je, ce que le président de la République est en train de faire n'accouche pas d'une majorité alternative et que ça accouche plutôt à une renégociation tout simplement entre le FCC et le cash, automatiquement ceux qui sont partis seront punis. Tout à fait. Alors Yves, qu'est-ce que vous en dites? J'aime bien la phrase que vous avez dit tout à l'heure, semblerait. Pourquoi je m'attelle sur cette phrase? Parce qu'on a eu un exemple concret. Il y a eu Pius qui a eu assisté à la concertation. Voilà, effectivement, et qui s'est retrouvé du jour au lendemain sanctionné, entre guillemets. Et ça a été toujours en fait, une manière en fait, de fonctionnement en fait, du FCC. Outre Pius, ça c'est l'exemple actuel, mais si on doit encore remonter un peu plus tôt, si on doit remonter dans le passé, on se rendra compte, on a eu des cas tels que Bahati et autres, en fait. C'est tout ce qui va à l'encontre en fait, du mot d'ordre de l'autorité morale se retrouve comme étant un rejeté en fait, du parti. Mais c'est bien, puisque quand vous marchez, vous n'êtes pas unis, donc les brebis galeux doivent être punis. Mais c'est ça que je dis. Voilà pourquoi j'ai dit, j'ai aimé la phrase que vous avez sortie. Il semblerait. Mais il y a une chose qu'on ne doit pas oublier. C'est une coalition. Ce n'est pas un parti politique. Donc, il veut dire, je suis libre de venir assister avec vous, tout comme je suis libre de... C'est la démocratie. Et effectivement, voilà.
Alors, Monsieur Joseph, nous disions que on a convié les gens autour de Monsieur Félix Tshisekedi. Le FCC a donné un mot d'ordre de désobéissance, mais il y a certaines personnes qui sont allées au-delà de ce mot d'ordre de désobéissance. Croyez-vous qu'il y aura une sanction à ces groupes de gens, M. Joseph, pour ceux-là qui n'ont pas suivi le mot d'ordre de Joseph Kabila Kabange? Ben, je ne sais pas comment les choses vont se passer, puisqu'on a vu que le FCC a donné aussi, si vous voulez bien, le mot d'ordre à certains de ses membres de répondre positivement à l'invitation. Donc, on a vu, par exemple, le gouverneur, et même, si je ne m'abuse, il y a eu même son petit frère qui a été aussi aux consultations. Donc, nous avons suivi un communiqué comme quoi le FCC avait donné autorisation à ces gouverneurs de répondre à l'invitation du président de la République. Moi, je pense que tout dépendra de la manière dont les choses vont se passer. Si les rapports des forces tournent en faveur du président de la République, sans doute, il y aura beaucoup de défections dans les cas du FCC. Ça, ce n'est pas quelque chose à exclure. Et d'autant plus que nous savons aussi que la plupart, si vous voulez bien, des gens qui répondent à cette invitation du président de la République sont à la recherche des postes ministériels. C'est ce qui s'est dit, hein? Donc, c'est ce que nous voyons, mais le problème, c'est que quand tous ces gens-là n'auront pas vraiment de promesses fermes d'obtenir quelque chose de ce côté-là, ben, ils risquent aussi de retourner d'où ils sont venus. Donc, ça se fait toujours de cette manière-là et ce n'est pas la première fois. On a toujours vu les gens qui tournent. Si on regarde des concertations, des consultations, il y a des gens qui ont changé de camp selon qu'ils ont obtenu quelque chose ou ils ne l'ont pas obtenu. C'est un peu, ça c'est dans la politique congolaise, dans la scène politique congolaise. Mais maintenant, c'est partout au monde, les politiques sont des opportunistes. Hein, quand ça ne marche pas, ils font Kazakh. Hein. Voilà. Maintenant, il faut considérer aussi que avant, si vous voulez bien, les élections, ceux qui sont aujourd'hui le député, le sénateur de la majorité actuelle, majorité parlementaire, sont allés faire allégeance à leur autorité morale. On l'a vu. C'était une façon comme pour dire que nous allons nous battre sur le plan électoral en ordre de bataille. Et une fois les résultats proclamés, on les a vus encore repartir de l'autre côté pour aller toujours faire allégeance. Alors, il faut comprendre que quelque part, il ne faut pas oublier, c'est qu'ils ont une dette morale à l'égard de leur autorité morale. Est-ce qu'ils vont s'en défaire pour aller de l'autre côté où ils n'ont pas beaucoup d'espoir de trouver quelque chose et perdre déjà quelque chose qu'ils ont déjà? C'est comme on dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, je pense que la bataille pour la réqualification, si de cela qu'il s'agit, réqualification de la majorité parlementaire, en tout cas, je pense que ce n'est pas gagné. OK. Alors là, nous continuons avec une autre question que j'ai pour vous. D'aucuns pensent que ces consultations n'ont point de valeur légale. Donc là, nous l'avons suivi dans les bouches de FCC surtout. Ils vont jusqu'à dire que si la coalition actuelle a des difficultés de s'entendre, seule la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution, est la référence pour régler la question de la cohabitation. Constant Moutamba des FCC, qui est très éloquent, s'exprimant aux médias, disait « Quant à la crise de légitimité des institutions évoquée par une tendance politique, le FCC reste attaché au respect de la Constitution, jusqu'à preuve de contraire à l'accord de coalition également. Donc, tout schéma qui serait réfléchi, mis en place, devrait être l'œuvre dans le cadre de la Constitution. » Il a poursuivi en disant, si donc problème de légitimité des institutions il y a, il revient donc au peuple souverain de pouvoir nous départager et non à un groupe de politiciens de pouvoir se réunir et puis de décider à la place du souverain primaire. Donc, selon ce membre de FCC, il faut convoquer les corps électoraux pour des élections anticipées. Tandis que plutôt du côté des Caches, on parle d'une consultation à des fins de constituer une union de la nation.
comment analysez-vous ces deux points de vue, c'est-à-dire ces remue-ménages dans toutes les classes politiques congolaises? Là, je commence encore avec Joseph. Je ne sais pas si vous avez capté ma question. Oui, j'ai capté la question. Donc, moi, je pense que pour arriver à cette union sacrée de la nation, c'est-à-dire, on peut se dire qu'il faut avoir une majorité parlementaire, puisqu'à partir de ce moment-là, on a un levier, une majorité. Ma question est celle-ci, Monsieur Joseph. Les gens de FCC, ils parlent de la légalité des consultations que Félix Tshisekedi est en train de faire. Il dit que c'est illégal. Ça doit être dans le cadre précis de la Constitution ou carrément aller aux élections anticipées. Comment vous voyez ça? Oui, ben, je comprends, puisque aujourd'hui, on interprète aussi la Constitution selon que ça arrange un groupe ou l'autre. Moi, je pense que le président de la République peut, si vous voulez bien, peut convoquer, peut consulter. C'est un garant de la nation. Et donc, il peut consulter, il peut, comment dirais-je, organiser, initier des consultations comme il est en train de le faire pour le moment. Et donc, moi, je trouve que pour moi, c'est une très bonne initiative, puisque les gens se posaient toujours la question de savoir, mais à quoi va mener cette coalition? Donc, on commençait déjà à se poser beaucoup de questions depuis le début, d'ailleurs, de cette coalition. Donc, moi, je pense que quelque part, il a quand même une prérogative d'initier des consultations pour avoir une idée nette, de voir un peu dans quelle direction on peut aller. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que je ne vois pas que le président de la République puisse aboutir à quelque chose, c'est-à-dire aboutir peut-être de manœuvres si il n'a pas à négocier avec son partenaire. Donc, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Donc, moi, je vois depuis le début, j'ai dit que le président a raison, a des motifs aussi justes et peut-être légitimes pour le faire. Mais pour l'aboutissement, moi, je pense qu'il aura toujours à se mettre autour de la table avec les autres. Avec les alliés d'hier. Voilà, n'oublions pas que les autres sont en train de dire aussi qu'ils ne sont pas fermés au dialogue. Ça, c'est-à-dire c'est une façon de dire qu'il y a possibilité de revenir à la table pour renégocier. Ça, moi, je comprends ça de cette manière-là. Donc, moi, je trouve que c'est un appel, et ils le disent avant peut-être d'ajouter d'autres arguments, de faire appel au corps électoral, de remettre les cartes à table, mais ils commencent toujours par dire qu'ils sont ouverts au dialogue. C'est une façon de dire qu'ils sont ouverts au dialogue, à la renégociation. Et d'ailleurs, c'est la démarche que le FCC a pris d'envoyer aussi les missiles Dominici auprès des présidents africains. Moi, je pense que ces derniers, comme je l'ai dit dans ma première intervention, vont conseiller aux protagonistes de revenir sur la table de négociation. Peut-être c'est par là que le président de la République pourra obtenir une marge de manœuvre pour pouvoir accomplir certains projets. Voilà comment moi je vois la chose. Mais de toute façon, il y aura toujours des gesticulations, il y aura toujours de la mysticulation de des parts et d'autres. Mais pour moi, je trouve qu'ils finiront toujours par se remettre autour de la table pour renégocier, pour équilibrer le partage du pouvoir. D'accord. Alors Yves, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait remettre les clés dans le maître du souverain primaire pour revenir aux élections anticipées, Yves? Je dirais, à ce stade, je ne vois pas en quoi, en fait, la loi interdit qu'il y ait une concertation telle qu'elle se déroule à l'heure actuelle. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pourquoi quand tout allait du bon ménage entre lui et ses anciens, bon, et lui et le CACH et le FCC, il n'y avait pas cette idée-là. Les élections anticipées, ouais, ça c'est selon eux. La bonne question, elle sera organisée par quelle CENI? Parce que jusqu'à présent, on a encore ce problème-là. Oui, ça c'est un problème sérieux. Et puis non, ce que vous dites là, vous avez totalement raison, puisque Nanga,
c'est une façon aussi de débloquer l'initiative du président quand on disait qu'il peut dissoudre le Parlement. Alors Nanga lui a dit non, ce n'est pas nous qui organisons les élections. Il n'y a pas de CENI. Donc voilà encore. En fait, c'est juste une manière pour moi de détourner, au fait, de contourner au fait, un problème pour dire, OK, si jamais le président va sur cette optique, on va encore organiser parce que Nanga, c'est nous. C'est ça. Alors là, nous allons chez M. Pat. M. Pat, est-ce que les souverains primaires est l'unique à trancher cette crise? Ben, ça aurait pu être le cas. Normalement, lorsque une coalition ne fonctionne pas bien et qu'il n'y a pas volonté de la recherche d'une majorité alternative qui puisse continuer le mandat, normalement, on fait appel aux souverains primaires hein, parce qu'on ne s'entend plus. C'est un mariage qui ne marche pas. Une des seules solutions, c'est de repartir aux élections. Sauf que les moyens pour aboutir aux élections sont compliqués. Il faut un contre-seing du Premier ministre, il faut, pour la dissolution, il y a toute une série de mécanismes justement légaux qui font que ce n'est pas aussi évident. Avec quel CENI a dit Yves Makwamba là? Et effectivement, c'est ça le problème. Cet organisme qui est censé régenter l'organisation des élections et là ne fonctionne pas. Les membres, on ne les connaît pas, le président ne connaît pas, donc il y a tout. Ils sont hors mandat. Ben, voilà, donc il y a l'organisme même qui pourrait organiser les élections n'est pas là, n'existe pas. Donc ce chemin-là du souverain primaire, il est bloqué. Hein? Donc nous sommes dans une situation vraiment difficile. C'est un peu pour dire, ils l'ont cherché. C'est eux qui l'ont cherché. Et nous n'avons même pas la possibilité de leur imposer de faire appel au souverain primaire pour sortir de ces guêpiers. Reste ce que Joseph Anganda, M. Joseph Anganda est en train de dire, au risque de se retrouver dans une situation où les deux groupes se retrouvent, renégocient et essaient de voir comment est-ce que... Mais qui va payer? Quand je dis payer, ce n'est pas le coût, c'est la population qui paye tout ça. Le temps perdu, l'argent, comment dirais-je, il n'y a pas de programme. Et puis, il y a un élément important. Pour faire une coalition, il faut s'entendre. Est-ce qu'ils s'entendent? Ils vont refaire une coalition dans quelle ambiance? Il y a eu tellement de trahisons. Il y a eu tellement de trahisons. Vous avez parlé comment dire, de Lukwebo. Il est parti du FCC. Mais est-ce qu'il a renié le FCC? Moi, je ne sais pas. Parce que son problème, c'était qu'il voulait absolument avoir un poste. Il n'a pas eu. Et il est parti. Les gens de Cash se disent, ben, il y a peut-être moyen de le récupérer, de récupérer ses élus. Mais je n'ai jamais entendu Lukwebo dire, je suis plus d'accord avec mes amis sur le plan des programmes, sur le plan des contenus. Non, c'est tout simplement qu'il me fallait être président du Sénat. Ils ne me l'ont pas donné, alors on ne va pas s'entendre. Vous voyez qu'on a affaire à des gens qui ne cherchent que des postes. Le contenu même de ce qui peut, comment dirais-je, faire jouer une majorité n'y est pas. Exactement. Le problème est vraiment compliqué. Hein? C'est-à-dire qu'on s'est engagé dans une voie qui n'a pas d'issue. Donc un trou sans fond. Non, je dirais plutôt un virage qui va contre un mur au bout là-bas. C'est-à-dire que le gouvernement, la majorité risque d'être obligé de faire demi-tour et revenir parce qu'on n'a pas de porte de sortie par là. C'est ça toute la question. C'est un vrai problème. Alors là ça me ramène à ce qu'on a connu dans le passé. Donc, l'histoire étant le tribunal du peuple, disait un confrère, dans les années 1990, au moment de la conférence nationale souveraine, dite souveraine tout simplement, Feu Etienne Tshisekedi Mulumba avait créé une union sacrée de l'opposition face à l'entêtement et aux dérives du régime finissant de l'autocrate Joseph Désiré Mobutu Sese Seko,
20 ans plus tard, c'est son fils qui vient aussi avec le concept dit Union sacrée de la nation. Nous avons vu là où s'était terminée cette opposition, cette union sacrée de l'opposition. Comparaison n'est pas raison, dit-on. Est-ce que l'union sacrée de la nation, initiée par Félix Tshisekedi, signifierait-elle la fin de la coalition actuelle FCC-Cash? Que cache ce vœu pieux du chef de l'État? Nous avions connu avant, dans les années 80, après la conférence des Nations souveraines, l'union sacrée de l'opposition. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi vient avec l'union sacrée de la nation. Est-ce que vous donnez la chance à cette union d'aboutir contrairement à l'union sacrée de 1990, Yves? Lorsque vous dites aboutir, c'est aboutir dans un sens où l'idée ira jusqu'à la fin. Ou aboutir à une solution. Tel que nous avons connu dans l'histoire. Voilà, j'aimerais avoir la précision sur ça. Non, l'histoire nous dit qu'il y a eu quelque chose avant. Oui, il y a eu avant, mais ça n'a pas abouti, ça n'a pas donné résultat. C'est ce que j'allais dire. On répète encore la même formule. Est-ce que vous pensez que la pensée de Félix Tshisekedi est de ramener le bonheur au peuple congolais? Il a vu que dans la coalition précédente, il n'y avait pas espoir. Vraiment, il dit que venez ici, on se parle en tant que Congolais pour qu'on puisse redéfinir notre démarche. Est-ce que ça peut aboutir selon... personnellement, en tant que citoyen congolais, j'ai envie que ça réussisse. Mais si je dois me baser sur les réalités, un exemple concret, il a reçu tout le monde. Quand je dis tout le monde, je fais allusion à tous nos dirigeants qui ont eu à détourner de l'argent, qui ont à commettre certains crimes, qui se retrouvent là autour parce qu'on a appelé tout le monde. Mais il faut se dire aussi une chose, parmi tout le monde, il a aussi invité la société civile qui demande plus de justice et que certains auteurs ayant commis certains crimes aussi soient poursuivis. Déjà là, c'est déjà je ne sais pas si je dois le qualifier de malaise ou je dois dire, au fait, parce que j'ai lu au fait plusieurs communiqués de la société civile, parmi les mémos qu'ils ont ramenés au chef de l'État, c'était qu'on poursuit au fait les auteurs de certains crimes. Non, Yves, on va revenir sur ça après. Est-ce que cette démarche va sanctionner la fin de la coalition FCC-Cash? Elle peut sanctionner effectivement la fin de FCC-Cash si il arrive à construire quelque chose de concret derrière cette approche, effectivement. Mais s'il se rend compte que ça ne sera pas possible, je ne suis pas sûr qu'il va vouloir mettre fin à cette coalition. OK. Alors, Joseph, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que nous tendons vers la fin de la coalition FCC-Cash? En tout cas, moi, comme je l'ai dit depuis le début, je ne crois pas jusqu'à présent qu'on peut aller jusqu'à la rupture au sein de cette coalition. Moi, je pense que ce sont les deux protagonistes vont se retrouver autour de la table pour vraiment renégocier et permettre peut-être au président de la République d'avoir une certaine marge de manœuvre pour pouvoir mettre en application certains projets dont le peuple a besoin pour le changement, pour son bien-être. Et donc, si on revient, par exemple, dans la coalition, dans l'union sacrée des années 90, là, ça montre qu'en fait, on était aussi dans une situation de blocage avec Mobutu qui bloquait presque tout. Et nous avons pu constater que du côté de gens qui sont venus vers Tshisekedi pour former avec lui le gouvernement, mais la plupart n'ont pas été des hommes de conviction. Puisque aussitôt que l'on a mis fin à ce gouvernement de M. Etienne Tshisekedi, gouvernement issu de la conférence nationale souveraine, on a vu ces gens tourner aussi kazakh. Et on les a vus comme ça. J'ai suivi la plupart d'entre eux. Je les ai retrouvés dans les différents gouvernements qui ont été formés. Je voyais même M. Pierre Lumbi qui était proche et qui a quitté finalement. Et il est parti de l'autre côté. Donc moi, je pense que et ce sont des hommes en fait qui n'ont pas comment dirais-je, de convictions politiques. Ce ne sont pas des hommes qui ont vraiment la volonté pour le changement. Puisque pour le changement, ils auront dit résister aux côtés d'Etienne Tshisekedi
pour, si vous voulez bien, continuer, si vous voulez bien, à se battre. Non, ils ont changé Kazakh, on les a vus. Certains sont allés même jusqu'à rejoindre le gouvernement de M. Kengo Wadon. Et je me suis en train de me poser la même question aujourd'hui. Je vois l'engouement des gens, puisque moi, je sais qu'il y en a d'autres personnes qui n'ont pas pu obtenir la possibilité de se positionner, d'avoir, par exemple, de devenir le sénateur ou les députés au sein du FCC. Par dépit, ils se sont retrouvés donc dans les consultations pour essayer de soutenir, mais en réalité, on sentait que ce sont des gens qui sont allés par dépit. Donc, ce sont des gens qui sont en train de chercher à se positionner de quelque manière que ce soit. Et donc, pour moi, je n'ai pas tout à fait d'accord de dire que tous ces gens qui sont là-bas sont des gens qui sont marqués par la volonté de changement. Je ne suis pas tout à fait sûr, puisqu'ils changent comme des jouettes à tout moment. Donc, pour moi, je pense que c'est qu'on est en train de s'orienter et ça, et je suis en train de voir qu'il y a des éléments qui sont en train de me permettre, qui me permettent de m'appuyer sur pour le dire. Pour moi, je trouve que M. Félix Tshisekedi et aussi avec M. Kabila vont se retrouver autour de la table pour renégocier, c'est-à-dire cela va permettre au président de la République d'avoir une marge de manœuvre. En tout cas, moi, je vois les choses de cette manière-là. Une autre solution, je ne crois pas, est-ce qu'il y aura requalification? Je suis en train de me poser un certain nombre de questions parce que tous ces gens qui sont allés se bousculer au portillon, si vous voulez bien, de consultations initiées par le président de la République, il faut dire que tous ces gens-là, chacun attend un poste. Et je ne pense pas que même si on arrivait à cette coalition de l'Union sacrée de la nation et que tout le monde va être satisfait. Les insatisfaits vont quitter pour commencer encore à créer d'autres difficultés. Moi, je vois que d'après les éléments à ma possession et tels que j'analyse personnellement aussi la situation sur le terrain, je pense qu'ils finiront par se retrouver autour de cette étape de renégociation. Et d'ailleurs, c'est aussi pour l'intérêt de M. Kabila aussi, puisqu'il faut voir que jusqu'à présent, il n'y a pas eu la recherche vers le passé, comme Félix l'a dit. Nous n'allons pas fouiller, si vous voulez bien, le passé. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il a quand même une certaine immunité, une certaine impunité qu'il est en train de bénéficier. Donc, c'est tout aussi à son avantage d'aller à la table des renégociations et faire en sorte que l'autre partenaire puisse avoir aussi une marge de manœuvre. De toute façon, le président, ce dont on dit qu'ils sont parrains, vont aussi réagir, moi je pense que dans le sens d'amener les protagonistes vers la table de renégociation. Oui, tout à fait. Alors, quand vous dites que Félix Tshisekedi a dit qu'il n'allait pas fouiner dans le passé, nous voyons qu'on est en train de fouiner dans le passé, puisque vous avez vu le dossier Boukangalonzo qui a surgi. Donc, c'est ça, fouiner dans le passé. Oui, Patrick. Oui, je pense personnellement qu'il n'y a pas de comparaison possible entre l'union sacrée d'Étienne Tshisekedi et l'union sacrée qu'essaye de mettre en place son fils. À l'époque d'Étienne Tshisekedi, on avait quand même une certaine... on avait deux pôles qui s'opposaient. Il y avait Mobutu et toute la clique qui était... Moi, je voulais un peu rebondir sur... réagir par rapport à quelques éléments que Pat a avancés. Bon, moi, je pense qu'il est en train de parler de deux pôles. Il faut savoir qu'on allait former un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire l'union sacrée, le gouvernement, c'est-à-dire allait créer le gouvernement d'union nationale. Et je me pose la question si les gens, les partisans de Mobutu allaient être mis de côté. Ça, il faut voir la composition même de son gouvernement. Est-ce que tous les Mobutistes étaient mis de côté pour créer avec les nouveaux éléments? Donc, dans ce sens-là, je ne pense pas qu'on allait vraiment parler du gouvernement d'union nationale. Donc, les éléments de Mobutu allaient se retrouver. D'autant plus que même les gens qui se sont retrouvés dans l'opposition stratégique en faisant semblant de quitter Mobutu, mais ils étaient toujours avec lui. Ça, c'était une façon aussi pour Mobutu d'avoir aussi le contrôle sur le gouvernement qui allait arriver. Mais est-ce que Mobutu allait permettre aussi à M. Tshisekedi de mettre en place, si vous voulez bien, de mettre en place un programme? Puisque vous savez que quand on devient
Premier ministre, c'est quelqu'un qui a déjà le levier du pouvoir, qui doit préparer des choses et à partir de ce moment-là, il est en train aussi de se donner, aussi d'accroître sa popularité. Est-ce que Mobutu allait permettre à ce moment-là à Tshisekedi de travailler dans le sens des changements sans lui faire de blocage? C'est ça. Ça, on n'a pas vu puisque, en fait, le tout s'est arrêté avec cette question de prestation de serment. Mais si M. Tshisekedi arrivait vraiment à s'installer, M. Mobutu n'allait pas lui permettre, en fait, qu'il puisse faire quelque chose qui allait dans le sens d'accroître sa popularité jusqu'à, si vous voulez bien, à ouvrir un boulevard vers la magistrature suprême. Moi, je pense que ce n'est pas une question. En fait, ici, on est un peu dans les hypothèses puisqu'on n'a pas vu vraiment le gouvernement de M. Tshisekedi se mettre en place et faire quelque chose. Et là, on est réduit vraiment à faire des hypothèses. Mais on peut dire qu'en fait, au-delà de tout cela, moi, je pense que M. Mobutu n'allait pas vraiment faciliter la tâche à M. Tshisekedi de réussir le programme qu'il allait mettre en place comme Premier ministre ici de la conférence nationale souveraine. Ok, alors, Monsieur Pat, est-ce que vous pouvez rebondir sur la question où nous parlons de la comparaison entre l'union sacrée de l'opposition et l'union sacrée de la nation? Est-ce qu'on utilise la même formule pour avoir des résultats différents? Si on regarde ce qui s'était passé à l'époque d'Étienne Tshisekedi, il y avait quand même des éléments qui permettaient cette union nationale. Même si il fallait toujours compter avec le fait que les hommes politiques congolais, on ne peut pas leur faire confiance. Ils sont avec Tshisekedi parce que peut-être ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient avec Mobutu, ainsi de suite. Mais on avait quand même les deux pôles. On avait le pôle autour de Mobutu, la mouvance présidentielle, et de l'autre côté, un pôle en tout cas de la plupart des partis politiques de l'opposition autour d'Étienne Tshisekedi. Et là, effectivement, on pouvait commencer à parler de l'union sacrée d'un certain nombre de mouvements politiques. Mais aujourd'hui, on a plusieurs pôles. Il n'y a pas que FCC et CASH. Il y a encore des mouvements qui sont en dehors de FCC et en dehors de CASH, qui sont là, qui eux posent la question de la légitimité. Et la difficulté que ce que M. Joseph Nganda est en train de proposer, la difficulté de réussir, c'est le fait que l'ambiance est tellement abîmée entre FCC et CASH que même s'ils reviennent négocier, bon, on sait que les politiques sont des opportunistes, comme cela a été dit, c'est vrai, mais je pense qu'ils sont allés très, très loin. Ce qui s'est passé à Kinshasa ce week-end est en train de montrer que les idées d'une union nationale, d'un gouvernement d'union nationale, c'est vraiment utopique, ça ne peut pas se faire parce que l'ambiance est tellement mauvaise que ces gens sont prêts à aller faire appel à une force extérieure pour venir survoler la ville de Kinshasa et montrer que moi aussi j'ai des alliés. L'ambiance est telle que ce retour autour de la table de négociation, mais pourtant, les uns ont besoin de l'autre. Le FCC a besoin de cash pour exister parce que le FCC est tellement, comment dirais-je, haï par la population, il ne faut pas oublier ça. Ils ont des hommes, ils ont des mouvements politiques peut-être qui sont autour, une certaine mouvance politique qui sont autour de Joseph Kabila, mais la population, si on va aux élections, mais ce sera un carnage pour eux. Ils vont tout perdre. Et même s'ils disent qu'on veut aller aux élections, mais je ne les vois pas réussir. Le problème, c'est la difficulté d'organiser des élections dans ce contexte-ci. Mais si vraiment on allait aux élections, FCC va être laminé. Mais je ne vois pas comment on peut aller dans les élections pour les éléments, les éléments politiques qui ont été soulevés ici. Donc, encore une fois, c'est extrêmement difficile de sortir de la situation. Vraiment. Alors, nous avançons puisque nous avons trois questions qui nous restent. Donc, à l'allure où se déroule la vie politique en RDC, force est de constater que l'ancien président Joseph Kabila Kabange n'est pas hors du jeu sur le terrain politique. Avec son groupe parlementaire, le FCC joue un jeu dangereux dans l'existence de la République.
Hier, lorsque le chef de l'État prend une décision de nomination au sein des forces de défense et de la sécurité, dans les hautes magistratures, le Premier ministre et le Parlement FCC ne se gênent pas pour effectiver, voire défier l'autorité du chef de l'État. La question, quelle est votre analyse de cette situation pour les nominations? Finalement, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, n'a-t-il pas les mains liées dans son accord conclu avec le FCC? Alors, M. Joseph, on peut aller? Ben, moi, je pense que, bon, je trouve que même si aujourd'hui, nous ne pouvons pas certifier de ce que nous sommes en train de voir, de ce qu'on nous a présenté comme étant accord secret, mais néanmoins, si on regarde les rapports de force sur le terrain, on peut déjà se dire, avoir une idée de ce que cet accord secret représente, même si nous n'avons pas de certitude. Il y a le rapport des forces qui sont vraiment très déséquilibrés. Et alors maintenant, il faut reconnaître que la façon dont M. Kabila est en train de se comporter aujourd'hui, c'est comme pour dire qu'il y aurait eu une certaine promesse de soutien, si vous voulez bien, du cash pour lui permettre, ou alors quelqu'un de sa plateforme, de revenir au pouvoir en 2023. Et alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, dans ces cas-là, il faut avoir la même mise sur certaines institutions qui ont un certain impact sur l'organisation ou la validation des élections, c'est-à-dire la CENI et puis aussi la Cour constitutionnelle. Moi, je vois les choses un peu de cette manière. C'est comme si Kabila disait, ben, si nous nous sommes convenus à ce que je puisse revenir au pouvoir en 2023 ou un des miens, et alors il faut me donner main libre, me laisser main libre pour, si vous voulez bien, gérer la CENI aussi bien que la Cour constitutionnelle, puisque l'enjeu se joue à ce niveau-là. Ce n'est pas dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, et depuis 2006, on peut dire que c'est lui qui a le pouvoir, ce n'est pas celui qui gagne les élections, ce n'est pas autre personne que celui qui a le contrôle sur les gens qui sont en train comment dirais-je, de compter les voix. Et à ce moment-là, si on a ces gens de ce côté, on peut, si vous voulez bien, gagner les élections. Et à terme, il faut avoir aussi la Cour constitutionnelle qui soit à sa dévotion. Donc moi, je pense que c'est comme ça que les gens du CC présentent déjà les choses, puisqu'ils disent qu'il y a eu accord. Il y a eu accord, et puis ils ont organisé effectivement une fuite pour permettre au public de connaître un peu les termes de ces accords-là. Nous ne pouvons pas certifier puisque nul n'a jamais, si vous voulez bien, affirmé, si vous voulez bien, officiellement que tel est l'accord secret qui a été signé. Mais nous, on est en train d'observer, de se donner une certaine idée sur cela, eu égard au rapport des forces sur le terrain. En tout cas, du côté des FCC, ça devient beaucoup plus clair parce qu'on a entendu beaucoup de leurs déclarations. Ils doivent revenir au pouvoir en 2023. Mais s'ils vont revenir au pouvoir en 2023, c'est-à-dire compte organiser les élections comme en 2018, c'est-à-dire avoir la même mise sur la CENI et avoir la même mise aussi sur la Cour constitutionnelle. C'est comme ça que moi, je vois la chose. Et à ce moment-là, il faut dire que cet accord a lié, si vous voulez bien, le président de la République actuelle. Faut-il renégocier ces accords-là? Moi, je trouve, oui, il y a possibilité, puisque de toute façon, malgré la musculation des démonstrations des forces des avions qui font les balais aériens ou autre chose, moi, je suis d'avis que les deux protagonistes vont se retrouver, puisque le parrain, ils ont envoyé les émissaires auprès de ceux qui sont considérés comme étant les parrains de cet accord. Ils vont jouer, ils vont amener les deux personnes à se retrouver autour de la table. Il faut dire que tout ne va pas se décider pour le moment entre M. Félix Tshisekedi et M. Joseph Kabila. Maintenant, il y a d'autres acteurs, ce sont des acteurs diplomatiques, donc le président africain, mais il y a aussi les chancelleries occidentales qui représentent les intérêts de leur pays. Mais je ne pense pas que ces gens qui ont accepté, si vous voulez bien, cette alternative-là, puissent dire aujourd'hui qu'on y mette fin. Tant que leurs intérêts sont, si vous voulez bien, préservés, ils vont tout faire pour ramener ces gens autour de la table. À un certain moment, ils vont jouer même les rôles de conseillers. Tout à fait.
Alors Yves, qu'est-ce que vous en dites? Mais je vous avais dit, j'ai évoqué un point auquel j'avais entendu un ami de Kinshasa qui avait dit qu'on avait eu Kabila père, on a Kabila fils et on a Kabila esprit. En fait, c'est tout à fait logique que, en rebondissant sur ce que vient de dire M. Joseph, c'est qu'il serait, en tout cas en faveur de Kabila, que tout ce que Tshisekedi doit faire devrait échouer si lui veut revenir. Tout à fait. Parce que ce qui est vrai, monsieur Pat l'avait dit tout à l'heure, juste avant cette question, c'est que la population, en fait, n'est pas prête, en fait, à revoir le clan Kabila encore au pouvoir, parce qu'elle haït, en fait, celle-là. Mais si, par exemple, admettons que c'est lui qui a remplacé Kabila, fait pire que Kabila, vous voyez, du coup, il a une chance, peut-être, il se dit qu'il pourra avoir une chance de revenir. Et je crois qu'effectivement, c'est fait sciemment effectivement, de bloquer certaines décisions en fait, de Félix en sa faveur. Ça, c'est vraiment personnel. Hein? Donc, ça, c'est votre analyse personnelle avec l'analyse de ce qui s'est fait sur le terrain. Après la prise de pouvoir du président Félix Tshisekedi, qu'est-ce qui a changé à ces jours pour les citoyens lambda au Congo, M. Joseph? Non, moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment grand-chose. En tout cas, à l'écoute de la population, nous suivons ce qui se passe là-bas. Mais je pense qu'il n'y a pas un grand changement. Je pense que la situation est devenue peut-être encore pire, puisque vous savez, quand il y a un changement dans un pays, il y a des nouveaux espoirs qui naissent. Et puis les gens pensent qu'ils vont connaître une situation beaucoup plus meilleure que celle qu'ils ont jusque-là. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il y a beaucoup de difficultés. Les gens veulent vraiment les changements. C'est ainsi que moi, j'ai entendu les gens qui sont allés à la consultation insister sur le bien-être de la population, sur les changements. En tout cas, ça, c'est ce qu'il faut soutenir pour le moment. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois un peu la chose. Je pense que donc, M. Félix Tshisekedi a tout intérêt à faire en sorte qu'il puisse avoir une marge de manœuvre pour pouvoir, si vous voulez bien, répondre à des desiderata de la population tout à fait congolaise et pourquoi pas aussi tous les scénarios qu'on est en train de présenter aujourd'hui. Moi, personnellement, jusqu'à présent, je suis d'avis que les deux protagonistes finiront par se retrouver autour de la table de négociation. Je reviens toujours sur cela puisque moi je trouve, et je l'avais dit depuis très longtemps, peut-être je serais surpris, pourquoi pas, puisque je ne sais pas ce que le président de la République est en train d'envisager pour le moment. Et je ne crois pas que le président de la République, qui est issu d'un parti politique qui prône, si vous voulez bien, la non-violence, puisse passer par, si vous voulez bien, un affrontement militaire. C'est ainsi que je me dis toujours qu'ils vont se retrouver, et M. Kabila aussi, de son côté, il faut qu'il soit conscient que, et ça, je pense que Pat l'a dit, M. Kabila a besoin de Félix, et Félix a besoin de M. Kabila. Et donc, il faut dire qu'à ce moment-là, il faut trouver un terrain d'entente, puisqu'il n'y a pas une autre solution. Ils ne vont pas aller aux élections anticipées. Ils ne vont pas, je ne suis pas sûr que Félix Tshisekedi va avoir, si vous voulez bien, va avoir à requalifier la majorité parlementaire. Et donc, moi, je pense qu'ils vont s'orienter vers cette étape-là, mais il faudrait qu'ils pensent, si vous voulez bien, à des situations difficiles de la population aujourd'hui. Il faut que M. Tshisekedi sache qu'en arrivant au pouvoir, il avait suscité beaucoup d'espoir. L'espoir, par exemple, des 37 ans d'opposition, l'espoir suscité par l'arrivée de l'IDPS au pouvoir, et que M. Kabila aussi doit savoir que pour le moment, en tout cas, comment dirais-je, le sondage n'est pas aussi, même si je ne peux pas me donner, si vous voulez bien, de me faire prévaloir de ce que moi je pense comme sondage, mais en tout cas, l'opinion n'est pas aussi favorable de son côté, et donc il a tout intérêt aussi à permettre en ce que l'équilibrage, si vous voulez bien, de pouvoir puisse se faire, afin qu'on puisse quand même
résoudre les graves problèmes qui se posent dans notre pays. Vous savez, non seulement la situation économique qui devient difficile, il y a aussi des situations sécuritaires à l'est du pays. Donc, il y a toujours des morts qui sont là. C'est un peu une situation qui devient difficile à accepter. Et donc, moi, je pense qu'ils portent aujourd'hui, les deux protagonistes portent de grandes responsabilités devant l'histoire. Tout à fait. Alors, quand vous dites que Félix a quand même une référence non-violence, donc quand on a vu les avions voler sur le ciel de Kinshasa, ce n'était pas un cadeau de Père Noël. Hein? Alors là, non, je pourrais rebondir sur ça, puisque en fait, on nous présente aujourd'hui les avions de chasse qui font ces défilés. Mais on pourrait vous dire qu'à l'est du pays, nous sommes dans une situation de guerre. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est clair. Avec ces avions-là, on aurait pu les envoyer là-bas pour chasser tous ces bandits qui sont en train de terroriser les gens, qui sont en train de commettre les génocides là-bas. Donc, c'est l'épreuve de force de dire que nous sommes si près. Avançons, puisqu'on a passé 2 minutes, M. Joseph. Voilà. Là, nous allons avec M. Pat. M. Pat, on disait que Félix Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, y a-t-il un petit changement pour le Congolais lambda? Ben, je pense que il a donné, en tout cas, des gages de bonne volonté pour pouvoir faire les choses, en tout cas, plus ou moins correctement. Mais en avait-il les moyens? Avait-il autour de lui des gens compétents et sérieux pour le faire? Il ne faut pas oublier quand Tshisekedi devient président, toute une série de grosses personnalités de services de sécurité, ainsi de suite, quittent Kabila pour aller vers, comment dirais-je, vers le président Félix Tshisekedi. Ça veut dire que les méthodes de la petite politique sont là. L'avis de Joseph Anganda, ça pourrait se faire. C'est-à-dire que avec le blocage qu'il y a et les moyens que Félix Tshisekedi n'a pas pour s'imposer véritablement vis-à-vis de Kabila, risque effectivement de faire que ces deux se retrouvent. Mais est-ce qu'ils vont se retrouver pour les beaux yeux du Congolais? Non, ils vont se retrouver pour qu'ils partagent le pouvoir. Mais on sait très très bien que ces gens, ces deux groupes-là, s'ils partagent le pouvoir, ce sont les vieilles méthodes qui continuent. Parce que le FCC va dire à Kash, ben vous arrêtez de nous importuner. Et Kash va demander, écoutez, laissez-nous aussi faire ce que nous voulons faire. Mais en même temps, cette coalition, j'ai presque envie de dire, mais ça n'est pas une, parce qu'une coalition, ça veut dire se mettre d'accord vraiment sur la manière de gouverner. Mais là, justement, ils vont se mettre d'accord sur la manière de ne pas se faire mal l'un l'autre. Et ce n'est pas la même chose. Donc, c'est très difficile. Exact. Alors là, Yves, je vous vois rire. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut vraiment montrer à la population que Félix a fait depuis qu'il est là? Alors, moi, ma réponse, en fait, ma réponse touche sur 2 axes. Notamment, si vous me posez la question, s'il y a un changement d'un point de vue institutionnel ou gestion, je dirais non. Comme je rebondis sur les 2 intervenants pour dire, effectivement, en analysant, en fait, dans le fond, il n'y a vraiment rien eu, en fait. C'est juste un changement de personne à la tête du pouvoir et on continue la même danse à l'heure actuelle. Mais ce que je vais plus apprécier maintenant de l'autre côté, c'est cette détermination en fait de la population qui a eu ce courage effectivement qu'on ne trouvait pas vraiment, qu'on trouvait vers la fin en fait du mandat de Kabila, mais qui aujourd'hui est devenu comme un mode vraiment de revendication de la part de la population. Cet esprit en fait de ras-le-bol, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, on voit la population sortir. Et ça, je crois qu'elle est due au simple fait que il y a eu, les Congolais se sont vraiment mobilisés à fond pour qu'il y ait quand même, pour que Kabila parte. Et je crois que c'est cet esprit, en fait, que la population a gagné, mais indépendamment, en fait, de la bonne volonté, en fait, du pouvoir de vouloir impulser cela à la population. Je dirais, c'est comme si elle a, en fait, voilà, la population s'est rendue compte, en fait, de sa force.
C'est ça. Alors là, je vous remercie tous. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, mais avant de vous laisser partir, je voudrais faire le tour de table pour le mot de la fin. Je commence pratiquement avec M. Pat pour le mot de la fin, s'il vous plaît. Ben, c'est difficile de regarder le Congo évoluer comme ça. C'est vrai qu'il y a d'autres qui disent qu'il y a crise de légitimité et ce n'est pas des paroles en l'air. On sait très très bien qu'après 2018, les choses se sont décidées dans les jours qui suivaient et on ne sait pas ce qui s'était décidé. Le problème, c'est que les deux qui ont choisi de gouverner ensemble, ça a capoté pratiquement 2 ans après. Même s'ils se retrouvent, je me répète, par rapport à ce que M. Joseph Angande est en train de dire, et ça risque de se faire, mais ce sera contre la population. Ce ne sera pas... ils pourront mettre un gouvernement en place avec peut-être une renégociation, comment dirais-je, des parts de chacun, avec peut-être un peu plus de marge de manœuvre pour Tshisekedi, mais en même temps, ce sera contre une signature, par exemple, de non-poursuite de tous ceux qui ont volé, ont pillé, ainsi de suite, parce qu'ils ne peuvent plus sortir. Ils ont, comment dirais-je, le président du Sénat et d'autres, ils sont poursuivis dans le monde entier. Est-ce qu'il y a espoir après ces consultations pour relever le Congo? Pour relever le Congo, pour moi, non. OK. Alors là, Yves, mot de la fin, s'il vous plaît. Le mot de la fin, c'est que j'espère, en tout cas, d'un point de vue population, parce que voyant la situation actuelle, comme elle se présente à l'heure actuelle, c'est là vraiment je reviens sur ce que aussi M. Joseph a dit, c'est plus les positionnements en fait des individus et de leur camp politique qui se jouent à l'heure actuelle. C'est comme ça que mon mot de la fin, c'est plutôt d'un point de vue de la population, parce que il est vrai que si la population tue cet élan d'éveil au fait qu'elle manifeste à l'heure actuelle, on risque de revenir à la case départ. Et je crois que le seul contre-pouvoir au fait, face à tout ce qui se présente devant nous, c'est cet éveil au fait, patriotique que j'ai l'impression que cette impulsion qui commence à prendre au fait. OK, merci beaucoup. Enfin, Monsieur Joseph, mot de la fin, s'il vous plaît. Moi, je pense que le problème que nous avons dans notre pays, c'est le problème de légitimité du pouvoir. Et vous allez voir, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ce problème a toujours eu lieu et se pose toujours avec beaucoup d'acuité. C'est-à-dire que tant que le pouvoir n'est pas légitime, c'est-à-dire le pouvoir n'émane pas de la volonté du peuple, nous allons toujours nous retrouver dans des situations. Et pourtant, dans la constitution même de notre pays, lorsqu'on regarde le préambule, l'effort a été, si vous voulez bien, sollicité pour que les hommes politiques puissent se mettre ensemble pour éviter la crise de légitimité du pouvoir, puisqu'on rappelle toujours 1960. Et donc, tant que le peuple n'a pas cette légitimité de donner le pouvoir aux hommes politiques, de les sanctionner positivement ou négativement, nous allons nous retrouver, si vous voulez, dans cette situation. Moi, j'ai l'impression que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir a été confisqué aux souverains primaires. Et c'est ça qui va poser toujours les problèmes pour l'avenir. Mais pour le moment, moi, je pense que les deux protagonistes vont certainement se retrouver autour de la table, mais il faut qu'ils pensent qu'il est temps que les gens puissent, si vous voulez, qu'ils puissent réfléchir à résoudre le problème de la population. Sinon, à l'avenir, les deux protagonistes vont se retrouver, si vous voulez bien, dans presque la même situation critiquée par la population, l'un pour ne pas être capable, si vous voulez bien, de trouver, si vous voulez bien, l'équilibre, de parvenir à trouver cet équilibre pour mettre en place, si vous voulez bien, son programme. Puisque en 2023, peut-être les élections auront lieu ou peut-être plus tard, chacun aura à présenter, si vous voulez bien, son bilan. OK. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous dire grand merci. J'aimerais encore avoir cette plateforme pour nous tous après le discours de la conclusion des concertations de Tshisekedi. Comme ça, nous allons revoir ce que nous avons dit aujourd'hui et ce qui serait sorti de ces concertations. Grand merci à tous et à la prochaine. Au revoir. Au revoir, merci. Au
Ok, merci.